Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause. Donc, je suis très, très contente de vous revoir aujourd'hui pour partager ma petite inquiète par rapport au dessin intuitif, au dessin spontané. Et c'est pour ça, je voudrais partager toutes mes recherches, toutes les choses qui m'ont influencé, ce qui est cher pour moi, ce qui m'importe en fait. C'est ce que je fais et pourquoi je fais ça. Donc, pour cela, je vous ai préparé une petite diapo que je vais partager à l'instant. Et je vais vous raconter tout ce que j'ai découvert par rapport à ça et comment je vois en fait euh, l'idée de pratiquer le dessin intuitif. Normalement, vous voyez tout ça maintenant en plein écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marina Morozova, je suis coach de développement personnel et professionnel et ainsi que praticien en art-thérapie. J'ai un petit cabinet où je suis toute seule qui s'appelle Les Piliers du Bien-être parce que je parle de bien-être et un de ces piliers, c'est la créativité. Dans mon travail, je m'appuie sur la créativité. Les deux autres piliers, en fait, c'est la métaphysique chinoise. Donc, je travaille beaucoup avec la sagesse de l'Asie, qui me paraît extrêmement riche. Et donc, il y aura régulièrement dans mes interventions les couches comment j'appelle ça, les chinoiseries avec l'amour, avec tout l'amour que je peux le donner. Et bien sûr, troisième pilier, c'est nous, c'est notre action, c'est coaching. Donc, c'est pour ça. Là, on va s'appuyer sur un des piliers en parlant aujourd'hui, c'est la créativité. Donc, on va parler de notre élan créatif, de nos capacités de créer, de notre capacité de exprimer notre profond intérieur pour trouver quelque chose derrière. J'attire votre attention que quand même, dans tout ce que je fais, il y a une grande notion de coaching. Donc, on ne fait pas ça juste pour le faire, on le fait pour faire quelque chose. Et donc, pour moi, c'était très important de dire que tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, tout ce qu'on va aborder aujourd'hui comme sujet, c'était pour avancer dans un des sujets que vous allez choisir à un moment ou un autre de votre vie parce que ces outils ils sont magnifiques, ils sont puissants et ça marche très très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de dessin intuitif, mais quand on parle de dessin intuitif, on peut parler de gribouillage. Tout commence par là. De quoi il s'agit quand on parle de gribouillage? C'est une production graphique qui est spontanée. Donc vraiment, tout le monde fait ça quand on parle au téléphone, quand on fait, il y a quelque chose qui se passe sans qu'on le contrôle. Donc la main, elle trace la ligne toute seule. C'est libre et c'est non réfléchi. Ça peut être les traits, les lignes, les formes, les motifs, en fonction de notre état d'âme, en fonction de notre état émotionnel. Je suis fatiguée ou pas, le gribouillage va être plus ou moins complexe. Donc, c'est ça ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les petits mouvements simples sur le papier. Ça peut être les formes. Si je suis très énervée, je peux tout rayer et c'est aussi un gribouillage. Si je suis détendue, la ligne va être plus détente. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va refléter ce que je suis à l'intérieur. On peut regarder à ces images-là et on peut voir en quel état était la personne qui les a dessinées. Est-ce que j'étais à un état de réflexion profonde? Est-ce que j'étais trop dynamique? Est-ce que j'attends quelque chose? Donc, quand vous regardez tous ces exemples-là, on peut imaginer un petit peu comment était la personne qui a réalisé ces gribouillages-là. Et c'est ça ce qui nous intéresse, pour regarder comment est-ce que je peux sortir de moi ces émotions et de les poser sur la feuille parce que c'est une façon complètement non violent, agréable et extrêmement accessible à tous pour pouvoir mettre en place une sorte de communication de laquelle je vais vous parler plus tard. Gribouillage commence, c'est la première façon de s'exprimer et il commence très très tôt, à l'âge de l'enfance. Nos enfants, quand ils commencent à vouloir s'exprimer avec les crayons, c'est ça ce que ça donne. C'est vraiment les lignes. Mais quand on parle à nos enfants, on dit, tiens, qu'est-ce que tu as dessiné ici? Parce que c'est pas juste les lignes. Il y aura le sens. Et votre enfant, elle va dire, parce que je me souviens cet exemple de ma fille, qui était très rigolo quand elle avait 2 ans, elle a dessiné tout en vert. Et on dit, c'est quoi ça? C'est un éléphant bleu. Donc, le couleur ne correspond à... Mais personne ne le comprend.
C'était ça l'idée. Et ça me fait rire parce qu'en fait, en tant qu'enfant, on a déjà cette capacité intellectuelle et émotionnelle de poser les formes et de les associer avec les sens, avec les émotions et avec quelque chose qui sort. Donc l'enfant, il voit ce qu'il a dessiné. En tant qu'adulte, moi, je peux regarder et se dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais l'enfant, l'auteur, l'artiste, le jeune, peu importe son âge, il voit ce qu'il a fait. Et avec la possibilité euh, de son développement de langage, il pourra nous expliquer ce qu'il a fait, qu'est-ce qui était mis dedans, quelle était l'intention de l'auteur de exprimer cela. Si on parle plus loin, donc on voit que gribouillage, c'est pas que réservé aux gens qui ne savent pas dessiner. C'est pas le dessin des incapables. C'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner qu'on n'a pas envie de faire le gribouillage. Gribouillage, c'est aussi la manière de s'exprimer à haut niveau artistique. Et je vous donne deux exemples ici, il y en a beaucoup plus. Et si vous allez commencer à étudier cette question, Léonard de Da Vinci, il a fait ça. Donc là, je vous parle de Jackson Pollock, qui est le plus connu pour moi par rapport à justement cette façon spontanée de s'exprimer sur les grands ou petits, peu importe la surface de, de, de dessin, de s'exprimer, de donner tout ce qu'il a à l'intérieur de lui pour s'apaiser peut-être, pour quelque chose, je ne sais rien. Il faut discuter avec l'auteur pour voir qu'est-ce qu'il voulait faire en faisant ça, qu'est-ce qu'il voulait exprimer. Mais quoi qu'il en soit, il avait le sens derrière. Donc ici, vous voyez Jackson Pollock et les six Twombly, qui, si on compare avec la page précédente, on dirait pas même que c'est un artiste qui est reconnu, qui a sa renommée et cependant, c'est même pas quelque chose comme les matériaux nobles, c'est juste un crayon et c'est un véritable gribouillage. Donc dans l'art, on voit qu'on peut, avec le gribouillage, de explorer notre inconscient, de se relaxer ou même stimuler notre créativité. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas dessiner, parce que tous ces messieurs, et on verra plus les mesdames aussi. Ils ont fait les écoles d'art, ils ont appris à dessiner les formes conventionnées, mais à un moment donné de leur vie, ils ont décidé de faire ça de cette manière-là parce que ça fait quelque chose à l'intérieur de nous. Gribouillage, c'est libre, vivant, c'est imparfait, c'est spontané. Et c'est ça ce qui va nous intéresser quand je vais parler de dessin libre, spontané et intuitif que moi je vais pratiquer avec vous ou vous allez pratiquer tout seul si vous allez voir les vidéos que je vais vous proposer, etc. C'est quelque chose qui nous libère. Pour moi, le mot liberté, il est extrêmement important et je vous montre quelques exemples des grands auteurs. Ici, c'est les extraits de l'illustration de Henri Matisse pour le livre de Baudelaire, qui est aussi forme de gribouillage, peut-être organisée, peut-être réfléchie, peut-être pas. On ne le sait pas, mais quand on regarde, on voit en fait cette ligne qui, qui est libre. On voit cette liberté dans cette exposition de cette ligne qui est extrêmement intéressant pour nous en tant que pratiquants de dessin intuitif. Ici, je vous ai présenté le petite ligne aussi spontanée avec les auteurs qui m'ont influencé, qui pour moi marqué l'histoire de gribouillage et de dessin spontané et intuitif. Et en tout cas, c'est les noms qui sont importants pour moi. Il y aura forcément d'autres personnes que je n'ai pas notées ici. J'ai aucune prétention en proposant cette présentation-là de dire que c'est exhaustif et c'est comme ça et pas autrement. C'est les personnes qui m'ont été, je sais pas, ils m'ont impressionné à un moment donné de ma vie. Et c'est eux qui m'ont donné cette envie de utiliser la ligne telle qui est ligne spontanée et intuitive, dans ma pratique, c'est eux qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc, vous allez Hilma af Klint, Vassili Kandinsky, Florence Kahn, Margaret Nomborg, Gustav Carl Gustav Jung et Donald Winnicott. Pour moi, c'est les personnes qui sont fondateurs et c'est eux qui ont été
on va dire, les pères ou les mères, peu importe, les parents, on va dire, euh, de ce que je fais aujourd'hui. Alors, on va commencer par Kandinsky, parce que Kandinsky, longtemps, il était considéré comme vraiment un pionnier de l'art abstrait, et c'était la première personne, en tout cas, connue pour nous, parmi les connus, parce que j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres qui ont essayé d'écrire la théorie là-dessus. Donc, le livre de Vassili Kandinsky, Point et ligne sur plan, il est toujours disponible en vente. Donc, vous pouvez regarder, vous pouvez prendre à la bibliothèque. C'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que c'est là où il décrit toute la théorie par rapport à la ligne, aux points, aux formes, aux couleurs. Elle est extrêmement riche et c'est quelque chose qui peut vraiment servir à nous tous pour comprendre déjà ses œuvres à lui, ce qui est pas mal, et d'essayer de peut-être, je sais pas, s'inspirer de ce qu'il a fait pour pouvoir créer à notre tour. Donc pour lui, les formes, c'est pas juste les formes. Pour lui, les formes et les lignes, euh, c'est quelque chose qui donne les impressions, qui donne l'effet psychologique et émotionnel. Pas seulement pour quelqu'un qui dessine, mais aussi pour celui qui regarde. Donc, il y a l'observateur qui va regarder le tableau et il va dire, tiens, ça me fait ça ou ça me fait autre chose. Donc, il y a forcément une réponse émotionnelle, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps et c'est ça qu'il a essayé d'étudier. Donc, sa citation ici, la ligne se rencontre dans la nature sous d'innombrables formes, les trichites, l'heure de clématite, formation linéaire de la foudre. Il était extrêmement observateur et c'est lui qui a commencé en première de comparer cette ligne spontanée, étrange, bizarre, comment elle est, où il se trouve dans la nature, différents types de lignes dans la nature et comment ils agissent sur nous, comment ça se passe par rapport au effet psychologique et émotionnel sur la personne qui la dessine ou la regarde. Donc pour lui, les lignes courbes évoquent la souplesse et le mouvement. Par contre, les formes anguleuses, ils peuvent créer les tensions et la rupture. Donc, quand on regarde ces tableaux, on voit qu'en fait, il y a constamment une interaction entre les lignes qui sont comme ça, les lignes droites, les formes rondes, les formes plus carrées, triangulaires. Donc, tout ça, c'est dans l'intérêt de transmettre en sorte de évolution de l'émotion. Est-ce que je suis apaisée? Est-ce que je suis remontée? Est-ce que je suis agressif? Est-ce que je suis calme? Comment ça se passe? Et vous connaissez probablement tous que Kandinsky, c'était quelqu'un qui essayait de utiliser les règles de composition musicale sur les tableaux. Donc, il y a cette transposition de possibilité de composer avec les formes, les lignes, les couleurs. Et dans ses livres, dans ses œuvres, il explique ça très, très bien. Tu peux mettre ça pour avoir ça, tu peux mettre ça pour avoir ça. Donc, on est vraiment les compositeurs de tableaux, sauf au lieu de notes, au lieu de lettres, comme on écrit une lettre qui peut être une lettre d'amour ou qui peut être une lettre, je sais pas, d'insulte, si on va dans les extrémités. Avec les petites lettres, on peut composer les phrases. Le musicien, avec les notes, il va composer les petits morceaux de musique, ou grands, peu importe la taille. Et nous, avec vous, à l'aide de crayons, avec des couleurs, à l'aide de lignes, on pourrait composer une histoire que nous pourrons raconter. Donc, c'était ça l'idée. Lui, il parle de lignes ondulaires comme quelque chose qui est constitué des ronds, en fait. N'importe quelle ligne ondulaire, si vous commencez à le rapprocher, vous pouvez inscrire un cercle dessus. Donc voilà un exemple. Par exemple, cette ligne-là, on peut la rajouter jusqu'à cercle comme ça. Celle-là aussi, elle peut être circulaire. Ici, on peut mettre un cercle ici, un cercle par là, et ici. Donc toutes ces choses-là, en gros, c'est les points. C'est les points qui étaient tellement gros qu'ils sont devenus les cercles. Donc, tout base de chaque dessin pour Kandinsky, c'est le point. Et là, regardez, on voit ces différences parce que j'ai pris son tableau, j'ai essayé de le faire de mauvaise qualité, vous savez, à l'aide des logiciels. Et on voit la différence entre quelque chose qui est naturel et quelque chose qui est technologique. Dans la technologie, tout ce qui est composé, c'est petits carrés, les pixels.
Donc, quand on commence à grandir, à grandir, à grandir, on voit plein, plein, plein de petits carrés qui se réunissent. Par contre, dans la nature, quand on commence à grandir, à grandir, à grandir, c'est énormément de cercles. C'est ça la différence entre les techniques et le monde vivant. Et là où il y a les structures, les rectilignes, les pixels, et de l'autre côté, il y aura les formes courbes et organiques. Donc, on voit tout de suite que nous, en tant qu'organisme vivant, parce que humain, c'est la nature, on a plus tendance d'avoir ces cercles et ces lignes courbes, ondulaires, pour se rapprocher de la nature et c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est exactement comme expérience, par exemple, que vous pouvez faire. Vous vous baladez dans la rue, dans une ville inconnue, vous voulez poser la question à quelqu'un. Comment trouver la route? Bon, bien sûr, parfois il n'y a personne, il y a une seule personne, donc vous n'avez pas trop le choix, mais s'il y a du monde, vous allez choisir la personne qui vous ressemble. Et les femmes vont s'adresser aux femmes, les hommes vont s'adresser aux hommes, etc. Donc c'est très intéressant de voir que nous, on se sent beaucoup plus proche à quelque chose qui nous ressemble. Donc les cercles et les lignes ondulaires, ils nous ressemblent profondément. Et c'est pour ça, pour avoir cette, apaisement, quelque chose qui est pour avoir euh, cette sensation de douceur, de calme. On va aller vers la recherche de la ligne ondulaire qui est circulaire. Et si on veut, de l'autre côté, devoir un peu de peps, punch, il faut se mettre en action, ou j'ai envie d'avoir, je sais pas, un coup de poing, les choses comme ça, peu importe. Je vais aller plus vers les formes technologiques, techniques, avec les angles, avec les carrés, avec la structure qui va être plus définie. Et l'un et l'autre, ils sont pas interdits, ils sont présents dans notre possibilité de s'exprimer et on va juste voir par rapport à quantité de lignes qui sont présentées dans notre travail. Est-ce que je suis plus réfléchie maintenant? Est-ce que je suis plus dans les conceptions de structure? Ou est-ce que je vais dans le relax? Est-ce que je vais dans quelque chose où je me sens beaucoup plus apaisée et relaxée? Et dans ce cas-là, je vais partir par rapport au choix vers les lignes ondulées. Kandinsky, comme je disais tout à l'heure, il se repose tout sur le point. Le point, c'est le point de départ. Le point est le repos. La ligne, ce n'est qu'une multitude de points, en fait, qui apparaissent sur son passage. Est une tension intérieure, un mouvement né du déplacement du point. En fait, tout commence avec le point. Si je l'agrandis, ça devient un cercle. Et si je commence à bouger ce point-là, on arrive à la ligne. Ces deux éléments, le point et la ligne, se croisent, se relient et forment leur propre langage, un langage qui ne peut être exprimé par des mots. Et Kandinsky, qui était extrêmement théorique et il voulait systématiser les choses, il voulait avoir la structure de sa pensée, il a défini et où on va dire, on va faire une catalogation des lignes, où il y a une ligne librement ondulée. Donc ça, c'est l'exemple de la ligne A. Donc, elle fait de manière complètement spontanée, non réfléchie et non programmable. Même si aujourd'hui, avec les machines type ordinateur, on peut, avec les formules mathématiques, décrire cette trajectoire. Mais normalement, elle est comme ça. Cette ligne-là, qui est B, le courbe géométriquement ondulée. Donc, on voit la répétition de patterns. Donc, on sait qu'il y a la ligne qui va tourner à un moment donné avec le même changement et avec le même, je sais pas, angle, la durée, la longueur, et ça va se répéter. Donc, ça, c'est la courbe géométrique et qui va être plus associée au travail de notre cerveau rationnel. Variation de pression. Lui, il a parlé déjà de différents types de lignes en fonction de épaisseur. Donc, variation de notre appui par rapport à notre outil de travail, si ça va être crayon ou feutre, ou si ça va être, je ne sais pas, un stylo, la ligne, elle va être plus ou moins grosse. Et donc, variation de pression sur courbe libre, elle est très importante pour lui parce qu'elle représente aussi mon état émotionnel et je vois à quel moment j'étais plus fort, à quel moment j'étais plus détendu, etc.
Il distingue également les répétitions rythmiques de courbes autour d'un centre, ce que vous trouvez dans les mandalas, ce que vous trouvez dans les répétitions, par exemple les fleurs, petites fleurs, c'est toujours une petite mandala. Donc tout ce qui est centre, centre et les lignes circulaires qui sont autour, il est distingué dans une catégorie à part. Et donc, les courbes peuvent se répéter en miroir. Donc, si on va de cette manière-là, donc on verra que les lignes ici sont les courbes qui se croisent en fait. Il y a un dialogue entre eux. Les dessins que je vous montre, c'est vraiment les dessins qui sont faits par l'amant de Kandinsky, c'est dans son livre, et vous pouvez le trouver si vous allez regarder cet ouvrage. Et ce qui est aussi intéressant pour lui, c'est pas seulement de les poser les lignes, mais aussi regarder la relation de ces lignes entre elles, comment elles vont se croiser, comment elles se répéter. Donc il y aura le mouvement convergent, quand les lignes vont plus ou moins ensemble dans la même direction. Et il y aura un mouvement divergent, où il y a la forme fait son propre trajectoire et la ligne la croise. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. La ligne, c'est un élément vivant. Il n'est pas là juste pour être dessiné, il est là pour raconter une histoire. C'est un langage visuel. Les rapprochements, les croisements, les directions, comment on voit à gauche, à droite, est-ce qu'on se croise, les angles, tout se peut être analysé et tout donne une information par rapport à l'état émotionnel et psychologique de l'auteur et de spectateur. Parce que si on regarde les tableaux de Kandinsky, on va avoir cette capacité de voir certaines choses de plus près. Si je suis par exemple dans l'état de recherche de mouvement, je verrai plus des triangles. Mais si je suis dans un état méditatif, c'est les ronds et les cercles qui vont attirer mon attention. Tout est dans les yeux de celui qui regarde. Et forcément, la personne qui a dessiné, elle a aussi son mot à dire, mais pour elle-même. Donc, parce que chaque spectateur et chaque auteur, ils peuvent exprimer leur propre état émotionnel et psychologique. Donc, pour moi, c'est indéniablement Kandinsky, c'est quelqu'un qui a posé en fait toute la théorie concernant la ligne. Et la ligne droite, il en a parlé beaucoup, mais c'est tout un livre à raconter, donc vous pouvez voir tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer quand même que lui, il a distingué cette ligne ondulée libre qui est qui nous échappe un peu, qui n'est pas très, très descriptible. Deuxième personnage qui on a découvert récemment, et là je profite parce qu'à Paris il y a une sublimissime exposition et c'est la première fois que je l'ai vue pour de vrai parce que ça fait longtemps que je vois des extraits de différentes cette personne, mais je sais pas, elle m'attire beaucoup. Hilma af Klint, c'est une artiste suédoise et en fait quand on s'intéresse à son parcours, en fait, c'était une artiste classique qui dessinait les paysages, donc elle a travaillé vraiment comme un artiste classique et les vendait, donc c'était vraiment très, très, très conventionnel. Et à côté, elle a fait les travaux en fait, personne ne pouvait imaginer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle fait. Elle a sorti des choses tellement abstraites et c'était bien avant. Ils sont presque le même âge avec Kandinsky, mais elle a commencé à faire ses tableaux avant lui. Et c'est pour ça aujourd'hui, on peut dire que c'est elle un véritable pionnier, sauf on ne le connaissait pas parce que euh, elle a, elle a demandé de ne pas dévoiler ses tableaux avant, comment mieux formuler ça, pas avant que 20 ans après sa mort. Donc elle a dit que non, je pense pas que c'est quelque chose que les contemporains ils sont capables de comprendre et de voir la vraie valeur et la beauté de ce que j'ai fait. Donc elle a demandé à sa famille de ne pas les montrer. Et ça s'est passé encore plus tard parce qu'ils ont montré bien plus tard que ce qu'elle a demandé. Et quand on a découvert ces tableaux-là, ce qui était très impressionnant, qu'elle était bien en avance. Euh, L'art abstrait n'existait pas encore. Elle était la première. Elle était ça avant Kandinsky. Et on va dire que c'est intéressant de voir comment les deux personnes, ils sont évolués dans le monde qui était moderne. C'est le début du XXe siècle. Il y a tout est nouveau. Et les deux personnes en parallèle, ils ont pris le développement de ces pensées, d'aller vers l'abstrait presque simultanément.
et ce que ça a donné. C'est très intéressant. Donc cette femme, pourquoi elle m'intéresse? Elle n'était pas aussi intéressée par la ligne et les théories comme Vassili Kandinsky, mais elle me touche profondément par son idée que tout ça, tout ce que je raconte, ça sort de moi et il y a ce lien spirituel en fait. C'est pas juste moi qui raconte quelque chose, mais ce sont les images qu'on me montre, je sais pas appeler ça l'univers ou le Dieu ou quelque chose qui est plus grand que moi, qui me le montre, je le transmets et moi je suis juste quelqu'un qui transmet. Je le peigne aussi directement que possible. Je vous montre ce que j'ai compris parce qu'on me l'est montré. Donc, ce qui est très important pour moi par rapport à cette personne-là, c'est son langage symbolique, euh, de voir les lignes comme langage symbolique qui nous permet d'avoir vraiment dimension spirituelle. Pour moi, personnellement, c'est très important. Pour quelqu'un d'autre, peut-être pas. Mais encore une fois, je dis cette courbe-là que je vous ai montrée, c'est ma courbe personnelle qui vous explique pourquoi ce que je fais aujourd'hui, elle est comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un hommage pour cette personne. Moi, je pense elle m'impressionne. C'est une femme exceptionnelle. Et si vous pouvez étudier ce qu'elle fait, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans ses ouvrages, vous pouvez également voir la ligne, beaucoup de lignes, mais pour elle, la ligne, c'est pas juste un contour, c'est un mouvement de l'énergie et elle devient un symbole. Donc ces tableaux, ils sont extrêmement symboliques. Et la ligne, c'est quelque chose qui relie les formes entre elles. Donc, si je veux mettre plusieurs images, plusieurs formes, la ligne va me permettre de faire un lien entre eux, de dire qu'écoutez, je vous donne la direction. On passe de point A vers point B. Elle guide l'intention de celui qui regarde et celui qui dessine. Donc, elle nous fait bouger en fait. Dans son travail, il y aura, vous allez voir l'écriture spontanée, je vais en parler un petit peu. Il y aura les tracés libres. Et en fait, dans son histoire, le geste précède parfois l'image. Donc, je le fais, je ne sais même pas pourquoi je le fais, parce qu'il y a un mouvement, il y a une énergie qui vient, et c'est pour ça que je le fais. Je le dépose sur le feuille, et après, peut-être à moi-même, je verrai le sens. Je ne le vois pas peut-être au moment où je le fais, je le verrai peut-être après, et peut-être même pas. Donc, il y a cette histoire que je suis guidée par la ligne. Donc, le cerveau, l'ego dans notre imagination, elle est complètement, il est off. Donc, je ne pense pas, je reçois, je réceptionne et je sors comme transmetteur sur le feuille. Donc, c'est un véritable langage visuel. Et dans son cas à elle, c'est quelque chose qui vient de quelque chose de plus haut. Et vous pouvez même trouver les ouvrages où on compare Hilma af Klint et Kandinsky. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes dans leurs travaux, parce que tous les deux, ils cherchaient à représenter un visible. C'était très important. Tous les deux, ils considéraient que la couleur et la forme pouvaient transmettre une réalité spirituelle. Les deux, c'est ça ce qui était intéressant aussi, ils étaient influencés par les courants ésotériques. Fameuse Yelena Blavatskaya, que vous appelez Yelena Blavatsky, qui a influencé beaucoup de monde donc, dans son mouvement spirituel. Et je ne connais pas trop ce qu'il faisait parce que mais je rencontre ce nom de plus en plus souvent et un jour je vais me plonger là-dessus, je pense qu'elle m'attire. Et Rudolf Steiner, sachant que Kandinsky, il était très intéressé par Blavatsky, Hilma aussi, mais Hilma, après, il était plus, on va dire, plus influencé par les idées de Steiner et Kandinsky, il écoutait deux, trois, il a fait deux, trois rencontres. On ne sait pas aujourd'hui s'ils se connaissaient personnellement, tous ces gens-là, mais c'est le même moment. Il faut imaginer que c'est le même contexte, et c'est le développement du même moment. Donc, ils étaient là. Et Kandinsky, il a aussi écrit des ouvrages sur la spiritualité, mais la différence entre eux, que Hilma af Klint, elle accueille, elle cherche pas à comprendre. Kandinsky, elle cherche à comprendre ce qui se passe. Il le théorise, il essaie d'expliquer aux autres. On fait ça pourquoi une ligne monte, une couleur agit, forme produit un effet. Donc, il construit cet langage très, très, très structuré. Il dit, c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je l'explique. Pour Hilma, c'est complètement différent. Elle reçoit les images, elle les transmet et elle les met au service pour nous. Et
la preuve, elle essayait même pas de les vendre, elle les a mis de côté, elle a dit, montrez ça plus tard, ils vont voir. Et aujourd'hui, les dizaines d'années plus tard, on regarde, presque un siècle plus tard, et on est scotché parce que je ne peux pas vous expliquer parce que quand on regarde les reproductions, c'est une chose, mais quand on le voit en vrai, il y a un tel élan d'énergie qui est dégagé, mais moi j'étais épatée. Franchement, j'adore. Rien à dire. Elle est dans l'intuitive et elle est dans le truc qui lui vient. Et nous, quand on regarde, on ne doit même pas savoir les symboles parce que je pense que pour ceux qui étudient les symbolismes, pour ceux qui étudient les mouvements spirituels, ça donne encore beaucoup plus que pour les gens comme moi qui connaissent pas. Mais quand je regarde, il y a une sorte de je perçois en fait. Ça rentre, ça vient et je le sens, je le sens. Je peux pas expliquer, je sais pas ce que c'est, mais on ressent. Et c'est ça le but pour nous aujourd'hui, en tout cas pour moi, pourquoi cette personne m'a intéressée, parce que c'est le but pour moi de comprendre comment le dessin intuitif fonctionne. Je perçois, je ne sais pas pourquoi, ça vient. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma diapo pour le rendre petit hommage. Une autre personne qui est extrêmement importante pour moi, c'est le Florence Kahn. Malheureusement, je n'ai pas trouvé son livre traduit en français. Je l'ai vu nulle part. Elle a écrit d'ailleurs un seul livre, à ma connaissance. Si quelqu'un connaît plus, vous pouvez me corriger. Artiste dans chacun de nous. C'est en anglais. C'est elle qui dessinait en fait les premiers gribouillages dans le travail avec les enfants et dans le travail psychologique. Mais à mon avis, injustement, elle était mise de côté. Cette personne, parce qu'en fait, elle était praticienne, elle était enseignante en dessin, elle était pédagogue et elle utilisait ça dans sa pratique de tous les jours. Elle développe l'approche où la créativité spontanée est reliée avec l'expression personnelle. Les premiers gribouillages, scribble, les gribouillages libres, c'est une sorte de jeu avec une ligne continue qui se déploie librement. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a commencé à travailler avec les enfants. Il y a l'idée, c'est simple, donc on trace librement une ligne sans intention particulière. On observe ensuite les formes et on cherche les images et les associations qui émergent spontanément en dessin et puis après on le développe. Et c'est ainsi que vous pouvez voir que le petit gribouillage qui était ici est devenu un paysage. Celui-ci, il est devenu un marin qui se balade avec un sac. Là, c'est les fées qui dansent dans la forêt. Donc tout ça, ça vient de gribouillage qui est posé et après la personne qui dessine, et elle travaillait d'abord avec les enfants et elle-même, elle a commencé à travailler avec les adultes sur ça parce que elle a expliqué c'est la personne qui explique, la personne qui pratique, qui explique ce qu'elle voit. Parce qu'on est d'accord que vous et moi, si on regarde aujourd'hui ces images, on va pas spécialement voir la même chose. Donc cette association en symbole, franchement, elle était la première, et c'est grâce à elle qu'on peut faire ça aujourd'hui. Gribouillage, on peut faire avec les yeux fermés, selon elle, ou avec les yeux ouverts. Elle propose de faire ça avec les yeux fermés pour limiter le contrôle de conscience. Parce qu'on est dans l'époque de développement de théories de conscient-inconscient avec l'influence de Jung, de qui on va parler un petit peu plus tard. Donc, et oui, on peut le faire pour libérer notre conscience, pour que l'inconscient sorte et on puisse manifester les images qui existent ici. Là, c'est la femme qui dort par exemple. Et c'est elle qui parle d'équilibre entre trois fonctions, la pensée, l'émotion et le mouvement. Elle était très dans le mouvement et d'ailleurs dans ce livre, si elle est en accès libre, vous pouvez le trouver dans la bibliothèque libre de l'UNESCO, mais il est en anglais malheureusement, donc vous pouvez le lire gratuitement, on emprunte symboliquement, on le lit, on le dépose symboliquement, donc elle est accessible à tous. Et elle donne beaucoup d'exercices où on intègre le corps, vraiment les mouvements, il y a les pratiques de respiration, il y a les pratiques de mouvement, et donc il y a tout ce qu'il veut. Donc, elle appelle ce processus intégration, donc c'est elle qui première parle d'intégration dans le dessin spontané parce qu'on intègre la pensée de notre conscient, l'émotion, le mouvement de corps, et tout ça relié à notre création, à notre image qu'on va.
Si vous êtes quelqu'un qui étudie l'art-thérapie ou vous avez entendu parler, bien sûr que la figure majeure, c'est Margaret Nombourg. Elle est extrêmement connue et il s'avère que ce sont des deux sœurs. Donc Florence Kant, c'est la sœur aînée de Margaret. Et il a influencé beaucoup Margaret qui a fait elle a fait plus côté, on va dire, scientifique. Elle a écrit, elle a discuté, elle connaissait personnellement Jung avec qui il s'est entretenu, donc elle posait des questions, donc il avait tout ça. Donc c'était un groupe de personnes. J'ai pas de connaissance si Florence, elle communiquait avec Jung ou pas, mais en tout cas, les deux, en tant que sœurs, ils étaient très proches et le lien entre les deux, il est indéniable. Ils sont vraiment dans l'influence l'une et l'autre. Florence, elle est artiste, elle est pédagogue, elle travaille vraiment avec les enfants. Après, elle s'intéresse au mouvement geste de dessin spontané. Elle développe le scribble, donc le gribouillage et elle cherche à libérer l'expression créatrice. Margaret, elle est plus psychologue et psychanalyse. Elle fait le dessin comme moyen d'exploration de l'inconscient et on verra que c'est ça ce qui nous intéresse aussi. Et pour moi, les deux personnes sont vraiment ensemble, donc c'est le duo mortel qui va nous influencer tous. Parce que l'une a une idée que l'autre, elle va développer de point de vue psychologique. Donc ils sont pour moi indissociables, mais malheureusement, Florence, elle est très très peu connue. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de sources et le livre, il n'est pas traduit. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc, si vous pouvez me démentir et trouver, je suis tout à fait partante. Mais moi, je n'ai pas trouvé. Donc, ça, c'est les personnes qui sont très importantes. Et bien sûr, quand on parle de dessin intuitif, pour moi, c'est impossible de ne pas citer Jung, qui lui, il était fondateur. De psychologie analytique. C'est lui qui a fait plein d'études sur l'inconscient inconscient avec la communication. Comment on communique avec conscience et inconscience? Quelle est la possibilité de communiquer entre les deux? Bah, c'est les symboles. Les symboles, c'est exactement comme dans nos rêves. C'est les symboles comme dans les contes, parce que quand on raconte les contes à nos enfants, on transmet une information d'une génération à l'autre. C'est les symboles des images. Donc tout ça, c'est intégré à nous. Donc, on ne va pas s'en arrêter aujourd'hui parce que la théorie, elle est immense. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut prendre les symboles pour communiquer avec notre inconscient. Donc, quelques exemples que je peux vous donner, que maison, c'est le monde intérieur, l'arbre, c'est le croissance et développement, parce que si je vais montrer l'arbre à n'importe quelle personne, n'importe quel pays, on va dire oui, ça pousse, et ça se développe, et ça devient grand, et c'est solide, et ça protège. Donc, il y a plein de choses. L'eau, c'est l'émotion et l'inconscient, chemin, c'est parcours de vie, montagne, soleil, lune. Il y a autant de symboles que des objets qui nous entourent. Et vous pouvez même trouver dans les boutiques les dictionnaires de rêves qui sont faits par les praticiens jungiennes, qui sont très passionnants et vous pouvez voir comment on peut interpréter tel et tel symbole. Mais pour nous, ce qui va être intéressant quand on dessine, c'est qu'on va les chercher nous-mêmes. Donc ça va être les nôtres et l'interprétation va être la nôtre. Donc je vais chercher les symboles et je veux lui dire que moi, en tant que praticienne de mon œuvre là tout de suite, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que ça m'apporte? Carl Gustav Jung nous intéresse aussi parce que il a développé les associations des mots. Donc, quand on prend spontanément les mots et un autre qui vient et troisième qui vient, donc ces associations, ils cachent les émotions, les souvenirs, les symboles qui nous amènent information très importante va être vraiment intéressant pour nous pendant notre exercice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va explorer les images, on va voir les symboles dans ces images-là, et avec la création artistique, on va jongler avec tout ça, avec les mots, avec les lignes, avec les formes, etc. Si aujourd'hui vous allez parler de gribouillage, la première nom qui va sortir, ça va être Donald Winnicott. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, elle n'était pas spécialement art thérapeute ou praticienne. C'était une figure très connue dans le monde psychologique, on va dire, qui était plus fixée sur le jeu en soi. Donc, ce qui l'intéressait, c'est pas autant le dessin, c'est comme regarder le jeu
comme espace privilégié de créativité. Créativité, pour lui, ce n'est pas spécialement quelque chose qu'on dessine, etc. Jouer avec les petits avions, c'est aussi un jeu et c'est aussi création. Jouer, donc ça, c'est très important de comprendre en parlant de Donald Winnicott. Mais c'est lui qui a fait le jeu de gribouillage. Et donc, quand vous allez chercher le gribouillage, dessin intuitif et spontané, tout le monde va dire, mais c'est Donald Winnicott. Sauf, lui, il s'est appuyé beaucoup sur les expériences qui étaient faites par Florence Kahn, qui, elle, utilisait les gribouillages comme une technique créative. Lui, par contre, il a transformé un jeu avec les plusieurs participants. Par exemple, moi, je commence à dessiner, toi, tu le continues, et ainsi de suite. Et donc, et on crée un dialogue entre nous deux, un jeu avec les deux participants, voire trois, je ne sais pas, est-ce que ça peut le faire à plusieurs. À tour de rôle, chacun complète et interprète les formes qui émergent. Donc c'est aussi intéressant de voir et on dit pourquoi pas, on peut faire ça également. Donc ça ouvre les perspectives parce que oui, j'interprète mes images, mais quand tu vas me parler de symboles que toi tu as vus et toi tu l'interprètes, ça nous permet de dialoguer et ça devient tellement riche, donc et c'est tellement agréable. Et enfin, puisque je suis russe d'origine, je ne le cache pas, je vais vous parler de quelqu'un qui est il est toujours en vie, Alexandre Lubimov. C'est une personne qui a lancé, c'est un psychologue en PLN, NLP. Non, on dit NLP, c'est PLN en français, je pense, oui. Il a développé la méthode d'expression graphique intégratif, intégratif. En russe, sa sonorité, c'est intégralная графика. Et lui, il a utilisé les dessins spontanés qu'il appelle sur comme surréaliste. Donc, tout ce qu'on appelle gribouillis, lui, il appelle sur. Tiens, tu vas dessiner un sur. Donc, ça, c'est le nom qu'il utilise. Quand on le dessine, il y a, c'est complètement libre. Donc, on limite le contrôle du mental. On représente également graphiquement les émotions, états et situations. Lui, il introduit le principe de remplacement. Donc, quand je vois ce que je dessinais et ça ne me plaît pas, ce que je vais faire, c'est que je vais le redessiner et je vais créer quelque chose de nouveau qui me plaît. Donc, au lieu de lutter avec l'ancien, je veux créer quelque chose qui va le remplacer. Ensuite, je vais le valider intuitivement par mon corps. Et il donne des exercices comment on peut faire cette validation. Et descendre, finalement, c'est qu'un support, parce que ce qui est plus important, c'est la transformation personnelle à l'intérieur, au lieu de regarder, tiens, est-ce que c'est un arbre, est-ce que, etc. Donc lui, il va chercher vraiment ce processus interne, et c'est comme ça que ça va être, ça va être perçu, on va dire. Également, dans son processus intégratif, parce que c'est le graphisme intégratif, il y aura plusieurs composants qui vont être ensemble. C'est le corps, les émotions, imagination et l'action, puisque c'est un coach également. Il s'occupe d'accompagnement des clients qui avancent. Il fait les groupes de travail à plusieurs. C'est aussi intéressant de voir ce qu'on va faire avec toute cette information que nous avons reçue à travers de ce dessin. L'idée clé, le dessin spontané devient un outil de dialogue avec mon inconscient et un support de changement d'intérieur. Donc ça, c'est les personnes que j'ai citées. J'ai noté quelques points supplémentaire ici à droite, ce qui veut dire que probablement il y en aura d'autres, ce qui veut dire que probablement ça va continuer. Il y aura les personnes qui vont surgir. Je connais pas tout le monde, je connais pas tout, je ne sais pas. Mais déjà, ces noms-là, ils me permettent d'exercer de manière telle que moi je vais choisir aujourd'hui comment je vais faire. Et donc, vous pouvez le faire également. Si vous êtes intéressé, vous pouvez étudier ces personnes. Vous pouvez étudier les travaux, vous pouvez regarder parce que ça nous donne un large champ d'application et de travail. Excusez-moi.